Bienvenue, chers téléspectateurs, chers internautes, ici à la Bibliothèque nationale. Nous recevons un écrivain aussi particulier qui nous plonge dans un domaine aussi particulier. Il s'agit des sciences juridiques à travers son livre qui est publié par la maison d'édition Okera. Il s'agit du livre Droit public économique congolais et son auteur est ici sur ce plateau. C'est bien le docteur Jordelin Atipo Oko. Il est docteur de l'université Mariangouabi. En même temps, il intervient au niveau de l'école nationale de l'administration et de la magistrature. Avec lui, nous parlons de cet ouvrage de 368 pages qui aborde un sujet particulier, comme on l'a dit. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup, cher ami, frère. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau et pour ce sujet qui nous propose autant de déclinaisons quand on sait que le sujet n'est pratiquement pas abordé quand on parle du droit en République du Congo. Tout à fait, cher ami. C'est un plaisir partagé. Voilà. C'est déjà quoi, quelle définition vous donnez à ce titre, droit public économique congolais? Oui, encore appelé droit public de l'économie. Le droit public économique congolais ici, c'est comme une branche de droit, notamment de droit public qui étudie un peu les interventions de l'État dans le domaine économique. Parce que dans le domaine économique, il s'agit de rappeler que l'État joue tantôt deux rôles. Parfois, il est régulateur et parfois, il est perçu comme un État-providence qui, normalement, intervient dans l'économie directement par les activités de production, de distribution et de services. Mais quand il est régulateur, son rôle est beaucoup plus limité à l'encadrement de l'économie, notamment par la réglementation en prenant des textes qui encadrent un peu la vie économique. Dans ce livre, vous abordez les principes fondateurs du droit public économique, mais aussi vous abordez l'évolution historique de cette question, mais non seulement que vous abordez l'évolution historique de cette question, mais vous nous envoyez également à comprendre un peu comment fonctionnent les entreprises publiques quand on parle du droit économique en République du Congo, mais aussi vous parlez bien entendu des politiques de privatisation mises en place au lendemain du pluralisme politique dans les années 1990. Dites-nous, est-ce qu'il y a vide juridique en la matière? Oui, exactement. Ce qui m'a poussé dans un premier temps à écrire cet ouvrage, moi-même j'ai fait l'université ici à Brazzaville, notamment à la faculté de droit. Et puis quand nous sommes arrivés en Master 1, il n'y avait aucun ouvrage qui traitait de la question. Donc, ce qui fait que même au niveau, les ouvrages écrits par des étrangers, au niveau de la bibliothèque, on ne trouvait qu'un seul ouvrage de Patrick Julliard. C'était pas vraiment très facile pour nous. Du coup, ça m'a inspiré. Mais pourquoi pas ne pas écrire un ouvrage dans ce domaine qui pourtant reste très important dans la vie économique d'une nation? Parce que beaucoup de textes aujourd'hui encadrent l'économie. Mais ces textes-là, il faut les analyser pour voir quelles sont des failles et autres. Donc, c'est ce qui m'a poussé un peu à écrire cet ouvrage-là. D'où dans l'introduction, j'ai préféré parler de terre inconnue parce que il n'y avait aucun écrit, aucun ouvrage sur cette question-là. Terre inconnue, est-ce que vous pensez que c'est pas aussi prétentieux que ça quand on sait qu'il y a des précurseurs, il y a ceux qui sont doués en la matière, notamment en droit public, qui ont abordé des questions qui vont dans le même sens? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. À mon humble avis, il n'y a pas un ouvrage qui traite spécifiquement de la question du droit public économique. Seulement dans l'ouvrage du droit administratif congolais du professeur Placide Moudoudou, il consacre un chapitre sur l'intervention de l'État dans l'économie. C'est sur cette base-là que je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas écrire un ouvrage plus spécifiquement sur cette question-là, pour essayer un peu de montrer le rôle de l'État dans l'économie des pays indépendants jusqu'à nos jours et surtout la création des entreprises publiques, qu'est-ce qui motive ça, comment on est arrivé à la privatisation, surtout de toutes ces questions-là que j'ai voulu mettre aux Congolais cet ouvrage, comme ça ils puissent au moins comprendre ce dont il s'agit par rapport à ces questions. Oui, droit public économique en République du Congo ou encore droit public économique congolais. On voit comment l'auteur il aborde avec beaucoup d'engagement aussi ce sujet et qu'est-ce qu'il voudrait relever comme aspect particulier dans cet ouvrage? L'aspect particulier dans cet ouvrage, c'est que le droit public économique lui-même, c'est un droit un peu pluridimensionnel qui est aux frontières à la fois du droit public et du droit privé. Puisque quand vous lisez là, vous remarquerez que
Dans un premier temps, j'ai voulu parler d'abord de l'intervention de l'État dans le domaine économique. Sur ce point, il faut rappeler dans l'histoire que, au sortir des indépendances, le Congo appliquait le même système que celui qui était pratiqué en France, notamment le système capitaliste, jusqu'en 1963. Malheureusement, lorsque le président Massamba Deba arrive au pouvoir, il a pensé que l'indépendance n'est pas seulement politique, mais l'indépendance doit aussi être économique. Parce que, au plan économique, l'État avait également une mission de parvenir au développement. Mais on ne peut pas parvenir à ce développement-là lorsqu'il n'y a pas des entreprises au niveau national dans les domaines plus diversifiés pour essayer un peu de renflouer les caisses du trésor public. C'est sur cette base-là que le président Massamba Deba, à l'époque, son premier ministre était le président, le professeur Lissouba, Pascal Lissouba, et ils ont prôné ce qu'on appelait le socialisme bantou. Le socialisme bantou ici voulait un peu favoriser ou bien intensifier l'action de l'État dans le domaine économique. C'est là que les gens vous le diront que Massamba Deba fut parmi les présidents qui ont créé plus d'entreprises. Mais oui, c'était par rapport à cette philosophie de l'époque-là. Mais cette politique fut poursuivie avec le camarade, si on peut dire ainsi, le président Marien Ngouabi, qui prône le marxisme, le niniste. Je vous le concède d'ailleurs. Jusqu'à ses dauphins, notamment le président Yombi Opango et aussi au président Denis Sassou Nguesso. Cependant, lorsqu'on arrive comme je l'ai dit, ces entreprises étaient perçues comme des leviers de développement économique et social. Malheureusement, cette mission n'avait pas été atteinte. Pourquoi? Parce que il y avait beaucoup de tensions, il y avait des arriérés, des problèmes de trésorerie. Pourquoi? Parce que l'État, au lieu que ces entreprises-là puissent apporter un peu de recettes à l'État, le constat était inversé. Que ces entreprises-là attendaient en réalité tout de l'État. Or, l'État continuait à subventionner ces entreprises-là parce que il y avait un peu la manne pétrolière qui... Mais jusque-là, on sait pertinemment que ça marchait. Ça marchait quand cette politique a été mise en place, où l'État détenait quand même des entreprises. Et un peu plus tard, quand on vient parler du pluralisme politique, on se rendra compte que toutes ces entreprises ont disparu. En réalité, et quel est l'aspect que vous évoquez? En réalité, ces entreprises, si on fait le constat, n'ont pas bien fonctionné. Parce que leur mission, c'était de parvenir au développement. Or, on constate que parmi ces entreprises-là, il y a peut-être 10% qui fonctionnaient normalement, mais les autres, c'était quasiment très difficile. Même, il y a, selon le Centre national de gestion des entreprises, quand il fait les analyses de 70 jusqu'aux années 80, 70% de la dette extérieure de l'État était due à la gestion de ces entreprises-là. C'est là que l'État, lorsque l'État arrive en 89, l'État n'a plus assez de ressources parce qu'il y a une crise pétrolière. De la même manière aussi, le 1989 marque également un événement important où le président français François Mitterrand exige aux États africains de faire le retour en démocratie. Or, la démocratie a ses impératifs et a ses règles. Et parmi ces règles-là, il y a un principe fondateur qu'on appelle la liberté d'entreprendre. C'est là quand vous lisez l'article 48 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, il est clairement dit que tout citoyen a la liberté d'entreprendre le secteur de son choix. Donc, en réalité, dire que ça fonctionnait bien, non. Pourquoi? Parce que si l'État, puisque son entreprise était même la cause du surendettement de l'État. L'État s'est même endetté, pas seulement congolais, mais la plupart des États africains se sont endettés au-delà du raisonnable, justement pour subventionner ces entreprises-là, parce que on constate que ces entreprises-là, les règles et techniques managériales étaient quasiment bafouées. Parfois, ils avaient un effectif un peu au-delà du raisonnable. Une entreprise devait, par exemple, employer 10 personnes, emploie 100 parce que il faut créer de l'emploi pour tout le monde. Et puis, le constat fait, c'est que ces entreprises-là n'ont rien apporté à l'État. C'est là que le FMI et la Banque mondiale vont demander à l'État de les privatiser. Pourquoi continuer à entreprendre quelque chose qui vous apporte rien? C'est sur la base, si on peut dire ça comme le dictat du FMI et de la Banque mondiale qui ont poussé l'État à privatiser ces entreprises. C'était en réalité comme la contrepartie pour prétendre bénéficier d'une aide internationale. Et où en sommes-nous aujourd'hui quand on parle du droit public économique en République du Congo, quand on sait que l'économie n'est pas du tout en bonne santé? Oui, l'économie n'est pas du tout en bonne santé, il est vrai, mais il revient aussi à nos chercheurs d'apporter des solutions comme je l'ai fait dans cet ouvrage-là. Pourquoi? Parce que écrire un livre, c'est chercher à apporter une contribution sur un problème de société.
c'est à travers cet ouvrage-là que je propose que, par exemple, concernant les entreprises publiques, qu'il faut appliquer les mêmes règles de comptabilité, les mêmes règles de transparence qui sont applicables au niveau privé que dans le public. Et même au niveau des postes, il faut voir aussi l'adéquation profil-emploi. Il faut seulement nommer quelqu'un qui est, par exemple, le directeur général, mais qui ignore largement les règles de comptabilité, les règles de gestion des entreprises. C'est là que dans cet ouvrage-là, j'essaie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice pour, en réalité, permettre aussi aux gouvernants ici un peu de voir un peu la gestion de ces entreprises-là. Parce que, si vous regardez en France, les sociétés comme EDF et l'Électricité de France, Société nationale de chemin de fer, il y a toujours des recettes qui sont prévues dans le budget de l'État. Mais généralement, chez nous, les recettes du portefeuille public, il n'y en a quasiment pas. Et pourtant, l'État a encore continué à gérer beaucoup d'entreprises jusqu'à nos jours-là. C'est pour dire que nos gestionnaires de ces entreprises-là, il nous faut faire un effort, s'adapter aux règles de concurrence pour que ces entreprises-là soient de plus en plus performantes et puissent parvenir un peu au développement du pays. Est-ce que le problème se pose sur l'angle juridique ou encore tout simplement parce qu'il y a un manque de volonté politique lorsque vous abordez cette question dans votre ouvrage? La volonté politique, je pense, la volonté politique y est parce que depuis un moment, l'État ne cesse de renforcer les règles de transparence et autres. Il y a beaucoup de réformes qui sont faites. D'ailleurs, récemment, il y a la charte des entreprises et des établissements publics qui avait été adoptée par les deux chambres du Parlement, qui, dorénavant, ne peut pas être président du conseil d'administration ou du comité de direction d'un établissement public qui le veut. Il faudrait qu'il ait une certaine expérience donnée. Et même dans certaines entreprises comme la SNPC, vous remarquerez qu'il y a maintenant un mandat, mais justement pour promouvoir l'excellence. Ce sont en réalité ces questions-là que nous avons essayé un peu d'étayer, de développer dans l'ouvrage pour permettre aussi aux dirigeants de prendre ça en ligne de compte et que ceux qui gèrent ces entreprises-là eux-mêmes soient aussi de patriotes, puissent avoir un esprit patriotique en réalité pour que ces entreprises-là soient de plus en plus performantes. Vous remarquerez que la Société Océan du Nord a été créée, ce n'est pas une publicité comme telle, mais ça a été créé depuis longtemps, mais ça existe. Et regardez la société, la STPU, à peine créée, mais il y a toujours des problèmes de trésorerie. Donc c'est un peu sur ces questions-là qui nous poussent davantage à réfléchir, à apporter des solutions pour que nos entreprises au niveau national soient de plus en plus performantes et concurrentielles à l'égard du secteur privé qui aujourd'hui ne cesse de prendre du terrain. Les administrations publiques en République du Congo peinent jusqu'aujourd'hui, notamment sur des questions de trésorerie, très difficilement aussi. En premier, l'excellence, la compétence. Vous essayez plus ou moins de le dire dans cet ouvrage. Ah oui. Est-ce que vous pensez qu'en République du Congo, la loi portant sur le droit public économique est bafouée? Non, je pense pas. Comme foulé aux pieds. Non, je pense pas que c'est foulé aux pieds. Je pense qu'il faut vraiment un problème de sensibilisation. Il faut également organiser, comme à une certaine époque, des séminaires à l'endroit des gestionnaires de toutes ces entreprises-là. Parce que le portefeuille public est un secteur très important qui peut contribuer grandement à l'émergence du pays. Parce que c'est toujours un secteur pourvoyeur d'emplois qui peut également générer des recettes auprès du trésor public. Mais pour y parvenir, je pense que le travail, il faut y aller parce que les réformes ont commencé, mais à cela, il faut également qu'il y ait des sanctions pour les gestionnaires qui n'arrivent pas à bien gérer, notamment au cas où les cas de détournement ou de corruption sont signalés. Il faut les sanctionner pour permettre à une gestion saine, transparente et efficace de ces entreprises-là. Là, vous parlez du cadre réglementaire et institutionnel. Tout à fait. Et puis, un peu plus loin, vous parlez de l'exploitation abusive. À quoi faites-vous allusion? Bon, l'exploitation abusive ici, c'est beaucoup plus une pratique commerciale anticoncurrentielle. Parce que dans le domaine de la concurrence, lorsqu'une entreprise, fût-elle publique ou privée, est classée au même pied d'égalité. Donc, les mêmes règles de la concurrence doivent être respectées aussi bien par les entreprises publiques que par les entreprises privées. Maintenant, l'exploitation abusive, dans le cas d'espèce là, c'est lorsque une entreprise arrive un peu à monopoliser tout un secteur d'activité. Et imaginez sur l'instant, lui, il est en position monopolistique. Il est en position monopolistique, c'est-à-dire il occupe, par exemple, 40, 50, 60% des parts au niveau du marché national. Et comme nous avons des sociétés qui sont, par exemple, comme MTN et autres,
qui sont un peu en situation un peu exploitation abusive parce que sur 100% du marché, l'entreprise occupe 70%, 50%, 80%, l'autre 20%. Pensez-vous que cette entreprise qui occupe 20% là pourra faire la concurrence avec celle qui occupe 80%? C'est ça qui peut décourager les investisseurs. Parce que dans les marchés concurrentiels, il faut accorder la chance à tout le monde. Que les exploitants, soient-ils petits ou grands, puissent bénéficier des mêmes avantages parce que, on le sait, lorsqu'une entreprise est créée, il y a un double avantage pour l'État. Dans un premier temps, il y a la création de l'emploi, c'est-à-dire les Congolais qui étaient au chômage vont se retrouver salariés et ce qui va avoir nécessairement un impact sur le marché. L'autre avantage, c'est que l'État, on dit souvent que pas d'État, et pas d'impôt, pas d'État. Parce que l'État vit sur la base des impôts que payent naturellement les entreprises et les usagers. C'est là que il est très important que le secteur soit concurrentiel pour qu'il y ait beaucoup d'opérateurs sur le marché. Parce que lorsqu'il y a un seul opérateur, ça veut dire que l'unique opérateur paye les mêmes recettes. Mais lorsqu'il y a 10 opérateurs, c'est plus que ce que l'unique opérateur devait payer. C'est là qu'il faudrait qu'il y ait l'ouverture du marché, que le marché soit beaucoup plus concurrentiel. Et l'autre avantage aussi de la concurrence, c'est que comme il y a plusieurs entreprises sur le marché, chaque opérateur doit essayer un peu d'améliorer la qualité de son produit. Et comme il y aura plus d'offres que de demandes, nécessairement, il y aura les prix qui seront revus à la baisse. C'est là que effectivement, vous abordez des aspects qui sont très importants. Ah oui. Mais est-ce que, à la lumière de votre ouvrage, partant de ce que vous déroulez, on peut dire que dans la pratique, on parle de la libéralisation du secteur économique au Congo? Ah oui. Bon, la libéralisation, oui, elle est libéralisée depuis dans la pratique. Depuis la Constitution. Il y a même une loi sur la concurrence qui venait d'être adoptée par les deux chambres du Parlement. De la même manière aussi, comme vous lisez le traité de la SEMAC de 94, tout comme beaucoup de textes communautaires dérivés, il est demandé aux États de libéraliser leur économie pour les avantages dont je venais d'évoquer récemment. Oui, c'est libéralisé, mais il arrive aussi que dans certains secteurs, je prends par exemple l'électricité, c'est libéralisé depuis 2003, mais l'État peine toujours à avoir d'autres opérateurs pour investir dans ce domaine-là. De la même manière aussi, il arrive aussi que le secteur il y a certains secteurs que l'État pense qu'il peut exercer un monopole pour sauvegarder un peu l'intérêt général. Parce qu'il sait que ce secteur est tellement stratégique que lorsque ça sera libéralisé entièrement, il y aura des Congolais qui n'auront plus accès. Or, le rôle de l'État, c'est également le rôle du commis du social. L'État est là, non pas pour faire seulement de bénéfices, mais c'est la solidarité sociale, c'est lui qui est là pour essayer un peu de faire à ce que tout le monde puisse avoir accès à l'eau, à l'électricité, avec des coûts parfois forfaitaires. Mais ce qu'un opérateur privé ne pourrait jamais appliquer, c'est parfois sur des raisons d'intérêt économique ou d'intérêt général que l'État parfois est obligé de prendre en main certains secteurs d'activité. Il y a trop de zones d'ombre d'après, suivant le commun des mortels. Quand, oui, par exemple, on dit désormais c'est une société anonyme. On prend le cas de EKRC, oui, et la société en charge de la distribution d'eau en République du Congo. Mais on dit il y a des zones d'ombre autour. Et vous dites tout à l'heure, vous l'avez dit, que l'État, pour des questions sociales, est obligé à un certain moment de détenir comme le monopole du marché. Est-ce que vous pensez que c'est une solution ou encore une alternative? Bon, je pense que c'est une... Est-ce qu'on ne reste pas dans l'État-providence? Oui, ça veut dire que si on va au Congo, bien que nous sommes dans un système du libéralisme, okay, il y a toujours des secteurs d'activité, comme je l'ai dit, que l'État pense que c'est tellement essentiel dans le but de l'intérêt général et pour permettre l'accessibilité de ces services-là à tout le monde, l'État parfois est obligé de garder en main certaines activités, comme vous l'avez évoqué, l'eau, l'électricité, bien que c'est privatisé, mais l'État reste actionnaire majoritaire pour veiller un peu sur les prix, pour permettre à ce que les gens puissent avoir accès. Prenez un peu le cas, par exemple, d'un pays comme le Gabon, mais l'électricité là-bas coûte extrêmement cher. La facturation, non seulement c'est mensuel, mais c'est au-delà de 30 000, 40 000 que nous payons ici. C'est pour dire que c'est pour des raisons sociales que parfois le temps intervient, même si la qualité des fois reste toujours un sujet à discussion. On remarque que la qualité n'est pas souvent respectée. Mais je pense que avec l'élaboration de la loi sur la protection du consommateur qui venait d'être adoptée par les deux chambres du Parlement,
C'est-à-dire que ça nous donne un peu, nous consommateurs, plus de droits d'être protégés également face à cette dérive de ces sociétés, quoique publiques. Avec le docteur Jordelin Tipoko, nous parlons du droit public économique congolais et bien entendu un sujet qui paraît aussi particulier parce que à lire déjà dès l'introduction de cet ouvrage, on se rend compte qu'il s'agit d'une terre inconnue. Et d'ailleurs, le docteur, nous avons été à la rencontre d'un universitaire qui donne son point de vue sur ce sujet. Et que dit-il réellement de votre ouvrage? Vous allez le découvrir. On prend une courte pause. Nos équipes vous donneront l'outil qu'il faut pour suivre cette interview. C'est un livre qui est intéressant dans ce sens que c'est presque le seul ouvrage aujourd'hui du droit congolais qui parle du droit public économique, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de publications, des auteurs qui parlent du droit public ou qui parlent du droit des affaires, mais droit public économique, c'est presque le premier ouvrage. Et il aborde sur le fond les vraies questions qui se posent en matière d'activité économique ou du moins de l'intervention de l'État dans les activités économiques. Il va sur le fond de la question et il a le mérite de faire d'abord l'historique de l'intervention de l'État en matière d'activité économique. Et ça, c'est intéressant pour notamment ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le droit public économique. Il y a des aspects qu'il a abordés de façon assez rapide, alors que c'est des aspects qui méritent quand même d'être davantage approfondis. Vu le choix que l'État congolais a fait d'adopter une politique économique libérale, effectivement, ça devient un peu gênant pour l'État d'être en même temps juge et partie, dans le sens que, évidemment, l'État fait des activités économiques. Et à ce titre-là, et c'est ça le risque, l'État abandonne un peu sa souveraineté. On est dans un monde mondialisé, dans un droit mondialisé également qui s'impose et qui nécessite quand même des écrits, qui nécessite de la doctrine, un apport important pour éclairer les gens et surtout pour que ça soit une matière vraiment qui soit enseignée par les futurs acteurs du droit public, c'est-à-dire des gens qui vont travailler pour l'État, mais également pour les services publics. Ce qui manque aussi dans cet ouvrage, c'est le fait qu'il n'y a pas un index alphabétique qui aurait pu permettre, évidemment, à la fin de l'ouvrage, d'avoir des thématiques, notamment qui permettraient à l'auteur ou bien à l'étudiant qui travaillerait sur cet ouvrage de retrouver facilement des thèmes, de savoir, par exemple, que bon, il parle du droit il va parler par exemple, des collectivités locales à la page numéro 30, 40 ou bien à la page numéro 150. Donc, cet index alphabétique, évidemment, fait défaut. Son absence, du moins. Votre réaction à chaud par rapport à cette lecture d'un universitaire aussi, il est juriste et puis un enseignant. Oui, tout à fait, c'est Monsieur Merlin Bazokila, c'est le chef de parcours judiciaire à l'École nationale d'administration de magistrature. Et au-delà d'être un enseignant-chercheur, c'est aussi un avocat. Il a tout à fait raison parce que dans cet ouvrage-là, la difficulté, c'était aussi que, à l'époque, par exemple, concernant un chapitre concernant les partenaires publics-privés, il aurait bien voulu qu'il y ait un chapitre dans ce sens-là, mais malheureusement, à l'époque, l'ouvrage est publié bien avant la loi sur les partenaires publics-privés sont à peine en 2022. Donc, ce sont des questions que je dois densifier et pour essayer d'améliorer un peu la qualité de cet ouvrage-là. Pourquoi ne pas faire un tome 2 de ce même ouvrage? Donc, les observations faites par le doyen, oui, elles sont bien sûr fondées, puis nous les prenons en compte parce que nous sommes depuis un moment à l'apprentissage auprès de ces doyens-là. Ce n'est que normal que ce que le grand voit, qu'un cadet ne peut pas bien sûr voir. Donc, ce n'est que important. Voilà, quand on revient sur votre ouvrage, pour quitter un peu cette intervention, vous parlez ici des missions ou encore la mission de régulation qui sera plus tard confiée ou encore qui est aujourd'hui confiée aux autorités administratives indépendantes. Mais quels en sont aujourd'hui les fondements? Parce que le grand souci, c'était que dans un libéralisme,
n'interdit pas, on n'interdit pas pour autant l'intervention de l'État. C'est-à-dire que l'État, dans un système libéral, oui, peut toutefois exercer les activités économiques, mais de façon à respecter les règles de la concurrence. C'est dans ce cadre-là que, par rapport aux autorités administratives indépendantes, l'État ne peut pas être en même temps juge et partie. C'est l'État qui régule le secteur économique, c'est en même temps l'État qui est opérateur économique, qui est dans un secteur concurrentiel par rapport aux entreprises privées. Dans le cas d'espèce-là, on remarquerait que l'État aura tendance à privilégier ces entreprises par rapport aux entreprises privées. C'est de là qu'on s'est dit, mais pourquoi laisser à l'État la mission de régulation de l'économie? C'est là qu'on a pensé utile de créer, de mettre en place les autorités administratives indépendantes qui ne dépendent ni de l'État, ni du secteur régulé, mais ce sont des acteurs qui jouissent d'une autonomie à la fois administrative et financière, mais qui ont une indépendance tout à fait absolue pour faire un peu les arbitrages dans le domaine économique. Mais quelles sont donc ici les garanties de cette régulation, puisque vous en parlez? Les garanties de la régulation viennent d'abord du point de vue de l'indépendance. Ces autorités-là sont indépendantes. Pourquoi? Parce qu'elles ne dépendent pas de l'État. Parce que si vous avez une autorité qui dépend du pouvoir central, le risque c'est que le pouvoir central aurait toujours tendance à faire des interventions, des incursions pour essayer un peu de contrôler la personne dont il a nommé. Robert Badinter disait que nous avons le devoir d'ingratitude envers ceux qui nous ont nommés. Ça, c'est dans les pays un peu plus démocratiques, où la démocratie est vraiment ancrée et autres. Mais dans les pays comme les nôtres, où on est encore dans l'apprentissage de la démocratie, bien qu'elle soit réelle, mettre en place, laisser le marché aux autorités qui dépendent de l'État, ces autorités-là seront en quelque sorte influencées. C'est là qu'il a fallu mettre en place, tout comme dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en France et autres, il y a toujours des autorités administratives indépendantes pour garantir un peu l'accès du marché à tout le monde et également pour aussi réglementer, pour régler certains litiges qui peuvent opposer différents opérateurs économiques. En République du Congo, par exemple, on se rend compte que malgré qu'il y a l'arsenal juridique qui réglemente bien le travail des autorités administratives indépendantes, mais il y a de l'inertie, il y a quand même la léthargie, rien ne se fait. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, totalement, mais en partie. Les autorités font leur travail, mais le problème c'est aussi qu'elles n'ont peut-être pas assez de moyens colossaux pour faire face à leurs missions qui sont souvent énormes. Parce que être indépendante, oui, c'est une bonne chose, mais lorsque vos sources de revenus proviennent de l'État, c'est pas facile. Remarquez par exemple, nous avons l'RPCE, Autorité de régulation des postes et de communication électronique. Vous ne pouvez pas me contredire sur ce point que l'RPCE ne fait pas bien son travail. Je pense que ça fait partie des autorités de régulation dans l'économie qui font de mieux en mieux parce qu'elle était décorée. Beaucoup de pays parfois viennent ici pour un peu apprendre auprès de cette autorité. Peut-être une goutte d'eau dans un océan. Peut-être, mais ce que je peux dire, c'est que c'est le problème de moins souvent qui fait défaut. Parce que, en termes de l'RPCE, parce que on a des recettes un peu propres. Mais lorsque vous avez des autorités, parfois, qui dépendent toujours de l'État, c'est là où se pose tout le problème. Parce qu'il faut des missions sur le terrain, mais pour le faire, il faut certainement de l'argent. Or, l'État a beaucoup de priorités. Il ne peut pas faire face à toutes ces questions-là qui, généralement, ça nécessite de moyens financiers considérables. Parlons toujours de ces autorités administratives indépendantes. Quel serait ici, bien entendu, à la lumière de cet ouvrage, le mode de désignation ou encore de nomination quand c'est le président de la République? On sait pertinemment que c'est un décret présidentiel qui peut vous faire sauter un bon matin. Et dans d'autres administrations, il y a par exemple un mode de désignation qui voudrait que ça soit par exemple au niveau de l'Assemblée nationale ou encore au niveau de l'université. Est-ce que vous pensez que là, on peut parler toujours de l'indépendance? Exactement. Mais et quelle solution préconisez-vous à travers votre ouvrage? Concernant cette indépendance-là, oui, parce que vous avez raison. Lorsque vous avez l'autorité qui nomme, en réalité, on aura toujours tendance à vouloir faire en réalité, à vouloir... Il y a une sorte de redevabilité. Voilà, de redevabilité. Voilà, c'est le mot que je cherchais, mais cette redevabilité-là, mais pour éviter ça, il y a souvent de garanties qui ont été préconisées, mais parmi ces garanties-là, on peut faire à ce que
Certes, il est le président qui nomme, mais ce sont des gens qui sont proposés, par exemple, par l'association de consommateurs, par exemple, et que dans ces autorités de régulation-là, qu'il y ait seulement, pas seulement les agents de l'État, mais qu'il y ait aussi les agents du secteur régulé. Et au-delà même de ça, parfois, concernant certaines autorités administratives indépendantes, il y a également un autre mécanisme que l'Assemblée nationale ou le Sénat puisse également intervenir dans ce mode de désignation-là. Et certaines autorités, généralement qui sont membres de ces autorités de régulation-là, parfois relèvent directement du secteur privé. Donc c'est un peu dans cette symbiose-là qui fasse que leur indépendance soit un peu beaucoup plus garantie. Mais c'est toujours un problème parce que nous sommes encore au début, il faut le reconnaître, mais nous pensons que les faiblesses d'aujourd'hui servent de leçon pour essayer de corriger ces imperfections et pour que ces autorités-là puissent avoir réellement de moyens, puissent aussi avoir une autonomie beaucoup plus absolue. Dernière question. À quel besoin social répond exactement cet ouvrage, Droit public économique? L'ouvrage, merci beaucoup. L'ouvrage, comme je l'ai dit, d'abord aux étudiants, parce que, comme je l'ai dit, trouver un ouvrage de droit économique, de façon générale, c'est vraiment assez rare. Plus dur encore, en droit congolais. Donc cet ouvrage-là permettra aux étudiants congolais, aux chercheurs, aux praticiens du droit, d'avoir un document plus spécifique qui traite un peu des questions congolaises. Au lieu de parler toujours de la France, d'autres États, mais là vous avez toutes les questions qui concernent la gestion des entreprises publiques, la procédure de privatisation. On est toujours dans le processus, depuis 1994 jusqu'à nos jours, le processus continue parce qu'on n'est toujours pas arrivé. C'est cet ouvrage-là qui apporte un peu, qui pose le problème, mais tout en apportant aussi des solutions. Pourquoi ça, dans certains domaines, ça traîne toujours. Donc, c'est un ouvrage très important. Pourquoi? Parce que au niveau même du Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur, cette discipline de droit public économique fait partie des matières d'évaluation, mais s'il n'y a pas d'ouvrage, c'est toujours compliqué. Et surtout pour les étudiants, ils apprennent une discipline où il n'y a pas de manuel, c'est toujours compliqué. D'où c'est vraiment important que cet ouvrage-là soit mis à leur disposition, comme ça là. C'est d'ailleurs à retrouver ici à la Bibliothèque nationale dans les jours qui viennent. Tout à fait. On recevait Jean Delay Atipoko, docteur en droit public de l'université Mariangouabi et en même temps chargé de cours à l'École nationale d'administration et de magistrature. C'était un plaisir. On parlait avec lui du droit public économique congolais. Merci. Le plaisir est partagé, monsieur le journaliste. Alors, bonne suite de programme sur Vox, le Congo vu l'intérieur. À très bientôt.